Bien, merci. Merci pour cette invitation et merci de me donner l'occasion de présenter ces données qui concernent donc les régulations épigénétiques qui portent sur le cartilage. Donc c'est un petit peu le lien qui fait avec le réseau OSCAR. Alors c'est vrai qu'en revanche, on ne va pas en tant que tel évoquer de maladies rares, mais j'espère que ces données vont pouvoir peut-être alimenter ou inspirer les recherches ou les réflexions concernant les maladies rares, en particulier pour le cartilage. Alors quand on parle d'épigénétique, en fait, ça fait appel à plusieurs mécanismes qui peuvent être différents. Et dans cette présentation, je vais évoquer dans deux parties différentes. D'une part, les méthylations qui concernent l'ADN, et d'autre part, les méthylations qui concernent les molécules qui servent à l'empaquetage, donc les histones de l'ADN. Alors, juste pour resituer un petit peu le contexte du cartilage, comme vous le savez, hein, c'est un tissu qui est composé essentiellement, pour ne pas dire quasi uniquement, d'un type cellulaire qui sont les chondrocytes. Et comme vous le voyez dans cette coupe histologique, ces cellules sont en quelque sorte noyées dans une matrice très abondante. On peut voir même ici, par exemple, par transparence en microscopie optique à partir d'un explant de cartilage et qu'il y a effectivement des zones différentes avec une composition de matrice. On peut imaginer qu'il y a une composition de matrice extracellulaire différente, notamment par exemple autour des cellules, donc qui sont des cellules très rondes. Cette zone étant une zone qu'on appelle la zone péricellulaire. Et donc il y a une matrice extracellulaire dont la composition est très spécifique, dont notamment les collagènes sont très importants. Et à travers cette matrice extracellulaire, eh bien, vont passer un certain nombre de signaux, que ce soit des forces mécaniques, des stimuli sous forme de facteurs de croissance, de molécules solubles, ou tout simplement les propriétés physiques environnantes du micro-environnement, et qui vont faire passer des signaux en intracellulaire et qui vont pouvoir, on le sait maintenant, agir sur l'ADN et donc médier en fait et influencer le statut épigénétique de ces chondrocytes, donc qui sont au cœur de ce tissu. Alors, parmi les pathologies qui concernent le cartilage, il en est une qui est très importante et qui affecte de nombreuses personnes, notamment avec l'âge, c'est l'arthrose. Et donc, comme on le voit ici sur cette coupe histologique, hein, c'est un tissu qui va, avec l'âge, dégénérer avec la présence d'érosion, globalement, et de fibrillation. Et puis, il y a tout un tas de dérégulations chondrocytaires au niveau de ces cellules qui va s'opérer. Et on cherche, entre autres, dans l'équipe, à étudier, à caractériser, en fait, qu'est-ce qui conduit au changement de l'organisation du tissu et à sa disparition progressive. Et notamment, on essaye de comprendre quels sont les médiateurs, que ce soit intracellulaires ou extracellulaires, et plus récemment, est-ce qu'il y a des modifications épigénétiques qui pourraient expliquer ce passage d'un état normal à un état arthrosique. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai indiqué sain avec un point d'interrogation, parce qu'il est très difficile, lorsqu'on étudie le cartilage, d'obtenir en fait des tissus sains. Et on a la chance au laboratoire d'avoir une connexion avec un hôpital qui s'occupe de traiter des patients qui ont des tumeurs osseuses et qui nécessitent des amputations. Mais ces tumeurs préservent en fait, ou en tout cas ne touchent pas la nature et l'intégrité du cartilage, ce qui nous permet bien de récupérer quelques échantillons de temps en temps qu'on peut appeler supposément sains, puisque la partie cartilage n'est pas affectée. Alors d'autre part, la compréhension de tous ces mécanismes nous permet aussi, dans l'équipe, d'essayer d'améliorer le contrôle des chondrocytes et leur manipulation in vitro, puisque il y a dans certains cas
notamment lorsque l'on a à traiter des lésions cartilagineuses très focalisées, eh bien, on a recours à des techniques de thérapie cellulaire qui utilisent les chondrocytes. Et à ce jour, on a encore beaucoup de difficultés à contrôler ces cellules in vitro et à faire qu'elles produisent cette matrice extracellulaire si spécifique et si importante pour les propriétés biomécaniques, par exemple, du cartilage. Donc, au laboratoire, eh bien, on va utiliser, à partir de ces déchets opératoires de cartilage, on va utiliser les chondrocytes qu'on va pouvoir isoler tout simplement par des techniques de digestion à l'aide de collagénase. Et comme vous le voyez sur ces clichés de microscopie électronique, on voit très bien que ces cellules sont rondes et sont entourées d'une matrice qui est abondante et qui va être progressivement perdue et qui va s'accompagner, d'autre part, d'une perte du phénotype de ces cellules tout au long de la culture. Donc on va chercher à manipuler des cultures primaires avant leur passage subséquent dans les boîtes de Petri pour étudier notamment la signalisation. On a également étudié les différents transcrits qui sont synthétisés par ces cellules et donc plus récemment le méthylome. Alors donc, dans un premier temps, on s'était intéressé aux signaux qui étaient médiés en conditions hypoxiques dans ces cellules et aux conséquences que ça pouvait avoir sur l'expression des différentes molécules de la matrice extracellulaire. Pourquoi l'hypoxie? Puisque c'est un tissu qui n'est pas vascularisé et qui donc possède en fait des taux d'oxygène relativement bas comparé à d'autres tissus de l'organisme, probablement parmi les plus bas qu'on peut rencontrer dans l'organisme. Et en utilisant ces cultures primaires de chondrocytes, on peut très bien étudier les facteurs de transcription IF, qui sont des facteurs dont l'expression est stabilisée en conditions hypoxiques et qui vont médier ensuite la transcription, réguler la transcription de gènes cibles. Et on peut très bien transfecter ces cellules in vitro en culture primaire au moyen de siRNA et donc invalider spécifiquement un facteur IF1 ou IF2 qui sont on va dire les deux principaux facteurs de transcription médiant l'hypoxie et qui sont les plus étudiés. Et on avait pu montrer au laboratoire, donc par cette stratégie siRNA, eh bien que en fait, la signalisation IF était particulièrement importante dans le contrôle d'un certain nombre de molécules de la matrice extracellulaire, dont le collagène 2, collagène 9, mais aussi d'autres équipes qui ont montré l'influence, cette fois-ci négative, sur l'expression du collagène 1, qui était plutôt associé à une dérive fibroblastique. D'autre part, ces approches nous ont permis, et notamment par une approche microarray, nous ont permis d'identifier de façon un petit peu indirecte l'expression d'un microRNA, qui est le MIR675, qui est produit en conditions hypoxiques et qui va agir en stimulant par une cascade via l'inhibition d'un répresseur, l'expression de collagène 2. Et depuis, eh bien, il y a de nouveaux microRNA qui ont été identifiés dans le contexte du cartilage et qui régulent, cette fois-ci non pas directement des molécules de la matrice, mais des enzymes qui régulent la matrice et qui sont donc potentiellement intéressants d'un point de vue thérapeutique dans le but de freiner le développement de l'arthrose et de l'érosion des cartilages. Alors, dans la littérature, on peut voir dans certains cas les microRNA rattachés au domaine de l'épigénétique. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé qu'il était intéressant de mentionner l'existence de ces mécanismes dans cette présentation. Si on revient maintenant à la problématique de la comparaison et de la caractérisation de chondrocytes sains et de chondrocytes arthrosiques, eh bien, on peut voir ici par cette analyse par RNA-seq que bien, on arrive assez bien à discriminer avec deux clusters qui se forment assez nettement entre des chondrocytes arthrosiques et des chondrocytes sains du point de vue donc, de leur transcriptome. Et ce que l'on a voulu entreprendre dans cette étude, c'est cette fois-ci la comparaison des modifications de méthylation de l'ADN en comparant donc
du cartilage, des chondrocytes issus de cartilage sain à des chondrocytes issus de cartilage arthrosique. Donc au passage, on voit très bien la différence entre les chondrocytes que l'on peut récupérer, bien qu'ils proviennent de patients qui subissent des tumeurs osseuses, par rapport à des patients qui sont beaucoup plus âgés et qui ont une arthrose liée à l'âge. Donc on a comparé du point de vue du méthylome grâce à une technique de puce, et on essaye en parallèle de corréler en fait les modifications de méthylation que l'on peut détecter à partir de ces puces, les corréler à l'analyse des transcrits, de façon à pouvoir regrouper sous forme de loci et rattacher en fait ces modifications de méthylation au niveau de ces loci à un potentiel mécanisme de régulation, donc de façon à identifier un mécanisme biologique de régulation qui pourrait permettre de caractériser ce switch chondrocytaire au cours du développement de l'arthrose. Alors, il y a un certain nombre de données qui ont émergé ces dernières années. Jusqu'à maintenant, il y avait assez peu de données concernant la méthylation de l'ADN dans le cas du cartilage et plus particulièrement des chondrocytes arthrosiques. Ce qu'on peut trouver dans la littérature, c'est généralement des comparaisons de chondrocytes qui proviennent de zones anatomiquement touchées par l'arthrose, qui sont comparées à des zones qui sont macroscopiquement plus saines. Mais très rarement, il y a une seule étude ou deux à ce jour qui ont pu comparer en tant que telles des chondrocytes arthrosiques chez des patients âgés à des chondrocytes supposés sains, donc qui sont récupérés un petit peu dans les mêmes conditions que celles que l'on fait dans notre laboratoire. Et ce qui est apparu, c'est que ce sont surtout des corrélations qui sont mises en évidence, ou des cartographies, et qui permettent de mettre en évidence des modifications de méthylation par hyperméthylation, notamment au niveau de collagène, comme le collagène 9, de SOX9, ou bien d'hypométhylation au niveau, cette fois-ci, d'agrécanase, ou en tout cas de protéase, qui participent ou qui participerait en tout cas à la dégradation du cartilage. Alors, comme nous sommes intéressés également dans l'équipe à des stratégies de thérapie cellulaire et d'ingénierie tissulaire, on s'est posé la question de que deviennent finalement ces cellules, ces chondrocytes en culture primaire, lorsque on leur fait subir ces passages. Il est bien connu, ça a été bien décrit dans la littérature, qu'il y a un changement de morphologie. Au départ, les cellules, lorsqu'elles sont explantées, sont assez rondes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et puis au fur et à mesure de cette dédifférenciation, les cellules deviennent fibroblastiques et perdent un certain nombre de marqueurs. Et donc, ce qu'on a comparé ici dans ce méthylome, c'est tout simplement l'état de méthylation observé dans les cellules différenciées par rapport à l'état de méthylation dans des cellules dédifférenciées. Et de façon intéressante, on arrive, pas complètement, mais assez bien, à regrouper sous forme de cluster les chondrocytes différenciés par rapport aux chondrocytes dédifférenciés, bien que ici il y a un patient qui sorte un petit peu du lot, mais ça c'est des observations qu'on a souvent lorsque l'on travaille sur des patients. Donc globalement, on a une hyperméthylation sur l'ensemble des sites CPG qui étaient répertoriés sur notre puce. Alors on a pu corréler en fait ces modifications de méthylation avec une étude transcriptomique qui avait été réalisée préalablement dans notre laboratoire, et de façon à relier finalement ces modifications de méthylation avec des différences d'expression de transcrits. Et donc classiquement, lorsque l'on a dans un îlot CPG une hypométhylation, on va avoir une induction de gènes. Donc on a pu
retrouvé ainsi un certain nombre de gènes qui étaient, donc 17 gènes qui étaient potentiellement régulés via cette hypométhylation, et d'autre part, des gènes 85 qui étaient potentiellement, suite à une hyperméthylation, down-régulés, réprimés, donc potentiellement impliqués en cours de ce mécanisme de dédifférenciation. D'autre part, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ces cellules acquièrent un phénotype fibroblastique. L'exemple qui est souvent donné dans ces cellules, c'est l'augmentation d'expression du collagène de type 1, qui n'est pas du tout spécifique des chondrocytes, et qui les rapproche quelque part de fibroblastes. Donc on s'est posé la question de savoir si finalement ces chondrocytes étaient épigénétiquement proches des fibroblastes, ou bien s'ils gardaient dans une certaine mesure un statut épigénétique proche des chondrocytes primaires authentiques. Et comme vous le voyez sur ce cluster hiérarchique, eh bien, on arrive très bien à différencier en fait, les deux du point de vue épigénétique, et ce qui va dans le sens d'une étude qui a montré que effectivement les chondrocytes, par rapport par exemple à des cellules souches qu'on différencierait, des cellules souches qui seraient différenciées vers le lignage chondrocytaire, eh bien ces chondrocytes gardent en fait des caractéristiques épigénétiques au niveau de la méthylation de l'ADN beaucoup plus proches de celles qu'on retrouve dans le cartilage que des cellules souches, bien qu'elles soient redifférenciées. Alors si on regarde de façon ciblée sur les collagènes, puisque c'est une présentation qui portait essentiellement sur la régulation des collagènes, on voit là encore le niveau de méthylation qui est mesuré ici par la bêta value. On voit que par rapport à des P0, eh bien, on a une augmentation de la méthylation, par exemple pour le collagène 2, mais à chaque fois, pour les différents collagènes que j'ai présentés ici, on n'atteint pas le niveau de méthylation que l'on peut observer dans celui de fibroblastes authentiques. Donc on est bien dans un état, on va dire, intermédiaire entre des chondrocytes authentiques et des fibroblastes qui n'auraient aucune propension à exprimer des marqueurs chondrocytaires. Alors, je souligne juste ici que ce collagène 11, j'ai présenté seulement quelques sites CPG, mais il y en a presque une trentaine. Et comme vous le voyez, en fait, il y a une grande variabilité finalement de la façon dont les gènes vont être touchés par ces défauts de méthylation. Il y a donc une composante très gène spécifique liée à ces modulations de méthylation de l'ADN. Alors, si on fait cette fois-ci une annotation fonctionnelle, eh bien, et que l'on regarde ces gènes qui sont hyperméthylés et dont l'expression est réprimée, eh bien, on va retrouver essentiellement en fait, des gènes en lien avec la matrice extracellulaire ou avec l'organisation de cette matrice extracellulaire. Alors, rapidement, on a essayé un petit peu de trouver finalement une explication potentielle à ces modifications de méthylation, et on a testé en fait les ADN méthyltransférases qui sont connus pour opérer les méthylations de novo. On a testé les principales actuellement analysées, et on a vu que peut-être l'ADN MT3A, dont l'expression est augmentée au cours des passages, pourrait expliquer cette augmentation de méthylation. Mais ce sont des études qui sont actuellement encore en cours. Alors, je voulais aussi pointer du doigt et souligner l'importance de la méthylation qui concerne le collagène 9, puisqu'il y a une étude qui montre assez bien que ce collagène semble être sujet particulièrement à des méthylations. Les auteurs ont comparé en fait, le niveau de méthylation dans des chondrocytes arthrosiques versus des chondrocytes non atteints d'arthrose. Notamment, je crois que c'était sur une étude qui portait sur des patients qui avaient des fractures de col du fémur, donc malgré tout des patients âgés. En tous les cas, les auteurs montraient une augmentation de l'expression du collagène 2 et au contraire une inhibition de l'expression du collagène 9
dans les chondrocytes arthrosiques. Et lorsqu'ils ont regardé le niveau de méthylation dans ces deux cas de figure, ils se sont rendus compte que pour le collagène 2, on avait un niveau de méthylation très identique entre les deux groupes, alors qu'en ce qui concerne le collagène 9, on avait vraiment une différence avec une augmentation de la méthylation dans les chondrocytes arthrosiques, ce qui suggérait que eh bien, ce mécanisme puisse participer à la répression de l'expression du collagène 9. Et de façon intéressante, ils ont ensuite montré par immunoprécipitation de chromatine que ce niveau de méthylation pouvait avoir des répercussions sur le recrutement de SOX9, SOX9 étant un facteur de transcription qui est clé dans la régulation de l'expression des collagènes, de l'agrégane, et si important au moment des étapes d'initiation de la chondrogénèse. Et donc ensuite, ils ont montré qu'à l'aide d'un inhibiteur, on pouvait, donc inhibiteur de méthylation, on pouvait éventuellement réverser ce phénotype. Alors dans la deuxième partie de ma présentation, je voulais parler donc des modifications qui concernent les histones, donc ces molécules qui viennent impacter l'ADN. Et alors il y a un certain nombre de modifications post-traductionnelles qui peuvent toucher ces histones, et dans l'équipe, on se concentre sur la méthylation. Et on étudie plus spécifiquement une lysine spécifique des méthylases 1, qui est la LSD1. En fait, cette enzyme est très étudiée dans le contexte du cancer. Il y a déjà des essais cliniques qui sont en cours utilisant des inhibiteurs de cette enzyme. En revanche, dans le domaine du cartilage, elle est peu étudiée. Et on sait qu'elle va agir en fait en régulant l'activité transcriptionnelle, positivement ou négativement, selon qu'elle touche différents résidus lysine des histones H3 notamment. Et il y avait un seul article à ce jour qui décrivait une action de LSD1 dans le contexte du cartilage. Et cet article montrait que la lysine LSD1, la lysine des méthylases LSD1, pouvait activer en fait la transcription d'enzymes qui rentrent dans la synthèse des prostaglandines et qui donc étaient plutôt associées à une aggravation de l'inflammation et donc potentiellement une aggravation de l'arthrose. Alors, il y a de nombreux facteurs qui sont associés avec SOX9. Souvent, on résume un petit peu le contrôle de l'expression des principaux collagènes et molécules de la matrice extracellulaire autour de SOX9. Mais récemment, il y a tout un tas de facteurs, de co-régulateurs qui ont été décrits comme pouvant interagir avec SOX9 ou en tout cas être recrutés au niveau de promoteurs de marqueurs chondrocytaires. Et donc, on s'est posé la question de savoir si LSD1, toujours dans une stratégie de stimuler l'expression des marqueurs et de favoriser la production de molécules de la matrice extracellulaire, si cette molécule LSD1 pouvait interagir avec SOX9 et venir justement expliquer ces modulations de régulation au niveau des marqueurs chondrocytaires. Et donc, on a retrouvé bien sûr que LSD1 et SOX9 étaient localisés dans le noyau. Et puis, on a fait des expériences de co-immunoprécipitation et on a pu montrer que bien SOX9 et LSD1, effectivement, interagissaient entre eux. Et ensuite, par des approches de type perte de fonction au moyen de siRNA, là encore, en transfectant des cultures primaires humaines, eh bien, on a pu dépléter l'expression de LSD1. Et quand on analyse les différents collagènes ou agrécanes, donc qui sont spécifiques de la matrice extracellulaire du cartilage, eh bien, on voit que seul COL9 semble être modulé. Donc, lorsque l'on inhibe l'expression de LSD1, eh bien, on aboutit à une stimulation de l'expression de COL9, ce qui suggère donc que LSD1 serait un répresseur de COL9. Donc là encore, on voit que le mode de régulation épigénétique peut être très gène spécifique. Alors on a un petit peu recherché les mécanismes, et c'est une étude qui est actuellement en cours, et on a pu montrer qu'au niveau de ce promoteur de COL9, eh bien, est recruté bien sûr SOX9, donc par des expériences de chromatine IP, mais également le facteur LSD1, donc renforçant notre hypothèse de régulation
de l'activité transcriptionnelle de LSD1 via SOX9. D'autre part, on a analysé, grâce à nos échantillons supposément sains, l'expression par immunohistochimie de LSD1, et on se rend compte qu'on a toujours une expression augmentée, un marquage beaucoup plus fort dans les échantillons arthrosiques par rapport aux échantillons sains, et ce, aussi bien dans les couches superficielles du cartilage que dans des couches plus profondes. Et quand on se met dans une situation qui va mimer un petit peu le contexte inflammatoire de cartilage arthrosique, en traitant avec l'IL1β, on va inhiber la transcription de gènes tels que Col9 ou Col2, et en bloquant l'expression de LSD1, eh bien, on va lever cette inhibition. Donc, et ce, de façon spécifique sur Col9 et pas sur Col2. Donc ça suggère que eh bien, LSD1 pourrait éventuellement être une cible thérapeutique intéressante à poursuivre, puisque dans la littérature, il a été montré qu'il pouvait agir de façon négative sur le cartilage via l'IL1 et la transcription de MPGES1. Et dans notre cas, eh bien, on vient compléter finalement ce modèle en montrant que, d'autre part, LSD1 inhibait l'expression du Col9. Donc on pourrait, de cette manière, eh bien, bloquer ces doubles effets opérés par LSD1 via SOX9. Donc j'ai essayé de vous montrer à travers cette présentation que bien, les voies de l'épigénétique peuvent être des voies d'entrée pour réguler l'expression et que ce soit au niveau de microRNA, de modification d'histones ou par la méthylation de l'ADN, pour pouvoir améliorer le contrôle de ces cellules ou pour pouvoir comprendre et décrire finalement des aberrations d'expression ou des modifications d'expression. Alors, donc, comme je vous l'ai dit hein, en début de présentation, l'arthrose, hein, ce n'est pas une maladie rare, mais en revanche, c'est vrai que c'est souvent considéré un petit peu comme une maladie banale, un petit peu inéluctable. Et en y regardant de plus près, et donc du coup c'est souvent un petit peu, on va dire, négligé, mais en y regardant de plus près, en fait c'est une pathologie, une atteinte qui peut se révéler très importante, parce que par exemple dans des pathologies cardiaques ou dans des syndromes métaboliques comme le diabète, eh bien précisément on a de nombreux patients qui sont également touchés par l'arthrose, et donc à ce titre ça peut être intéressant d'étudier les mécanismes qui sont sous-jacents. Voilà, je voulais remercier les collaborateurs, mon équipe, la Fondation Arthritis qui finance en partie ces travaux, et puis bien sûr merci aux patients pour leur gentillesse pour accepter de donner les consentements dans des circonstances qui ne sont pas toujours évidentes pour eux. Voilà, merci à tous. On va passer aux questions. Eric. Bonjour, Aïe de Lariboisière. Est-ce que vous avez un mécanisme qui pourrait expliquer la différence de rôle de LSD1 entre Col9 et Col2, où on sait que SOX9 joue un rôle aussi bien sur l'expression de Col9 et Col2? Alors, comme je l'ai dit, pour l'instant c'est en cours, effectivement, c'est troublant. On recherche, alors on imagine plusieurs modes d'action. Il peut y avoir en fait un mode d'action direct sur les histones par des mécanismes donc de méthylation, de déméthylation là en l'occurrence. Probablement le contexte chromatinien explique beaucoup de choses. Il y a une autre possibilité aussi que je n'ai pas expliquée ici, mais on sait que les lysines, la LSD1 peut agir directement sur d'autres substrats que les histones, et donc peut-être pourrait méthyler SOX9, ce qui à ce jour n'a pas été ou très peu décrit. Et ça fait partie des voies d'exploration actuelles. Mais pour l'instant, on n'a pas d'explication, effectivement, pour cette régulation différentielle. Moi, je voulais savoir, vous n'avez pas du tout regardé le collagène de type 10 ? On n'a pas regardé le collagène de type 10, non, effectivement.
C'est vrai que comme on travaille sur les cultures primaires, on s'est intéressé aux molécules qui sont normalement synthétisées par ces cellules et pas par les marqueurs hypertrophiques comme peut constituer le collagène de type 10. On ne s'est pas mis non plus dans les conditions où le collagène de type 10 pouvait être exprimé. Parce que maintenant, on peut le faire, hein, puisqu'il y a des milieux en fait, qui favorisent justement l'expression de collagène de type 10, et c'est quand même un point important dans l'arthrose, puisque il peut y avoir d'hypertrophie. Il me semble qu'il y a beaucoup de collagène de type 10 dans le cartilage arthrosique. Alors oui, il peut y en avoir. La difficulté aussi, c'est que lorsque l'on va récupérer des échantillons, on va donc disséquer le cartilage. De manière générale, j'essaye de récupérer le cartilage qui est le plus sain possible, donc le plus blanc. Vous avez pu voir la différence de couleur. Mais malgré tout, c'est très difficile d'arriver. Il y a plusieurs zones selon qu'on l'on considère la surface ou les couches plus profondes. Et selon ces zones, on va avoir des niveaux d'expression et des allumages de gènes différents. Donc finalement, je vais travailler sur une population qui va être quelque part un petit peu hétérogène de cellules. Et donc, je pense que ça va être difficile d'avoir un niveau global d'expression de col10 très élevé. Par contre, je suis d'accord avec vous qu'au niveau des couches les plus profondes, on peut observer effectivement une poursuite du programme de différenciation avec l'activation de la transcription du collagène 10. Par contre, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est que SOX9 a été montré comme étant un régulateur de collagène 10. Donc c'est aussi une voie de régulation possible sur ce gène. Oui. Comme aussi on montre que les agonistes d'FGFR3, ça diminue l'expression aussi du collagène de type 10. D'accord. Roland ? Oui. Bravo pour ce travail, parce que vous vous intéressez à un sujet qui est extrêmement difficile d'étude, et notamment parce que le phénotype de l'arthrose est extrêmement varié, et qu'en fait on parle d'arthrose, mais il y a des arthroses. Alors, ici, moi j'ai quelques interrogations, parce que donc là vous utilisez des cartilages sains pour un moment de sujets qui ont des osteosarcoses. Oui, c'est ça. Souvent jeunes, oui. Et puis des cartilages de sujets arthritiques. Oui. Voilà, pour poser prothèses de genoux. Il y a cet effet-âge qui est difficile à contrôler. Finalement, ici, on s'adresse à des... Un petit peu plus fort, Roland. Un petit peu plus fort, parce que Je pense que le micro ne marche pas, en fait. Oui. On s'adresse à des arthroses qui sont déjà constituées. Et il restera qu'il y a une bonne partie de la régulation épigénétique, quel que soit le mode d'étude, modification des histones, micro-ARN, etc., qui intervient finalement bien en amont de l'arthrose constituée sur plusieurs décennies. Et on a probablement des phases avec des régulations très différentes selon les stades d'arthrose. Et un des sujets qui sont à mon sens très intéressants, c'est d'essayer d'avoir des biomarqueurs au sens large de ces phases précoces, précliniques finalement de l'arthrose, puisque c'est dans ces phases-là probablement qu'on pourrait développer des approches thérapeutiques innovantes et efficaces, quoi. Et comment est-ce que vous voyez l'approche justement de ces différentes problématiques? Alors, encore une fois, dans le contexte du cartilage, c'est très difficile d'avoir des biopsies de cartilage sur des patients qui auraient des signes précoces, signes cliniques, qui ne sont pas toujours très nets à définir, d'après mes connaissances de l'aspect clinique de cette maladie. Ce que je vois là comme intérêt, c'est de regarder finalement effectivement un petit peu des cas extrêmes, hein, en les comparant, peut-être qu'on peut identifier, peut-être pas un locus, mais plus des groupes de loci qui seraient touchés finalement par ce processus. Mais bien sûr, je suis conscient qu'on arrive un petit peu en fin de processus quelque part. Une alternative, c'est de regarder peut-être l'analyse des micro-RNA
peut-être en regardant dans la circulation ou dans différents fluides biologiques. Ça peut être une approche d'analyse, en fait, qui pourrait être plus facilement développée en clinique par des prises de sang ou différents liquides biologiques, et qui serait en lien donc avec l'épigénétique, si on considère que les micro-RNA font partie du grand domaine de l'épigénétique. Merci. Karim Boumedienne de l'Université de Caen. Je vous remercie pour cette présentation, et puis je partage complètement avec vous la problématique du travailler sur des biopsies, et puis surtout le cartilage pour avoir du tissu normal, c'est pas évident. J'avais une question par rapport tout à l'heure. Donc vous avez montré que finalement vous reliez, vous avez fait un parallèle entre le chondrocyte dédifférencié et puis le fibroblaste par un raccourci qui était l'expression du collagène du type 1. Par contre, j'ai été étonné après de ne pas le voir dans les expériences de méthylome. Est-ce que le collagène de type 1, le gène est-il, logiquement, vous devriez le voir s'allumer dans la dédifférenciation. Donc, du coup, en termes de méthylome, ça donne quoi par rapport parce que j'ai vu les autres collagènes, mais pas le 1. Alors, c'est vrai qu'en termes de méthylome, donc, quand on regarde la signature globale, on a vraiment deux signatures différentes entre les chondrocytes, bien qu'ils aient subi des passages, d'une part, et les fibroblastes, d'autre part. En ce qui concerne le collagène 1, nous n'avons pas vu, donc il y a un allumage de l'expression du collagène 1, ça c'est clairement observé au niveau des transcrits. En revanche, on n'a pas pu observer dans notre design d'expérience d'hypométhylation au niveau des séquences régulatrices du collagène 1. Par contre, pour être honnête, il y a une autre équipe qui a publié un papier dans lequel elle compare également des chondrocytes en culture primaire avec ce processus de dédifférenciation. Et cette équipe, par contre, rapporte, elle, une hypométhylation. Mais nous, en tout cas, en utilisant le protocole qu'on a utilisé, on n'a pas pu mettre en évidence de différence de méthylation, ce qui suggère que sur ce collagène en particulier, pour nous, il n'y a pas de modification épigénétique sur ce gène. Voilà. Donc j'aurais une toute dernière question. Est-ce qu'on connaît la régulation épigénétique du chondrocyte de patients atteints de maladies rares, achondroplasie? Est-ce qu'il y a par exemple, est-ce qu'une mutation peut altérer la régulation épigénétique d'autres types de collagène? D'autres types de collagène. Comme ça, j'avoue que j'ai pas de données en tête. Je me suis surtout concentré sur le cartilage, et c'est vrai que j'ai pas trop regardé sur les maladies rares. Mais voilà, mais peut-être que c'est l'occasion. Voilà, et puis peut-être c'est l'occasion de partager les données aussi dans le cadre de ce réseau et de cette communauté. Bon, est-ce qu'on a le temps encore pour une question? J'aurais juste une toute dernière question concernant les MIR. Puisque oui, c'est un domaine extrêmement émergent. Quel est le niveau de preuve et la démonstration de leur implication dans ce phénomène? Est-ce que c'est par invalidation de certains sémires ou par leur niveau d'expression dans les collagènes? Je n'ai pas très bien suivi. Alors, pour analyser les MIRNA, on peut avoir des approches soit de surexpression, donc par exemple sur des cultures, pour ensuite voir. Alors on va généralement pas surexprimer le MIRNA en question, on va surexprimer le précurseur qui va ensuite lui générer en intracellulaire le MIRNA donné, et donc analyser ensuite les cibles potentielles. Sinon on peut utiliser la démarche inverse en utilisant des antagomires, donc des antagonistes de MIRNA. Voilà un petit peu comment donc en l'occurrence, c'est le MIR 140, quoi? C'était... Alors après, il y a des approches, par exemple pour le MIR 140, il y a des approches in vivo qui ont été réalisées et qui ont permis en fait l'invalidation spécifique de ce MIRNA dans des souris qui sont dans des souris. Après, on utilise le modèle de DMM donc pour mimer une arthrose
chez l'animal. Elles font des arthroses, particulièrement. Alors il se trouve qu'avec le MIR 140, lui va en fait venir inhiber des agréganases, donc va venir prévenir l'arthrose. Donc l'idée, ça serait qu'on puisse venir injecter ou rajouter peut-être localement ce Mirna pour venir freiner le développement de la progression de l'arthrose. L'idée, je ne sais pas si... D'accord.